Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Marc GSI. Alors aujourd'hui, nous allons parler des 6 erreurs à ne pas commettre en bourse. Bien sûr, il y a plus que 6 erreurs à ne pas commettre en bourse, mais j'ai là recensé les erreurs qui me semblent être les erreurs principales à ne pas commettre et auxquelles on peut faire face en tout cas, surtout quand on débute en bourse. Alors sans plus attendre, voici l'erreur, je dirais, numéro 1. Premièrement, ne pas avoir de vision long terme. En bourse, il faut savoir que ne pas avoir de vision long terme n'est pas en général une bonne chose. Bien sûr, vous allez me dire oui, mais il y a le trading. Alors, le trading existe et beaucoup de personnes gagnent leur vie en faisant du trading. Simplement, le trading nécessite une psychologie bien particulière et un apprentissage très fort, en tout cas de la discipline. La majeure partie des gens qui font du trading perdent de l'argent à court terme. Et inversement, du coup, la majeure partie des gens qui font de l'investissement long terme, donc qui achètent des positions et qui ne veulent pas les vendre à une échelle, je dirais, inférieure à 10 ans, vont globalement être performants sur la bourse. Et ça va se voir parce que, de manière générale, quand vous regardez la progression du CAC 40 ou même d'autres indices boursiers, vous voyez qu'il y a plein de moments où il y a eu des chutes, donc plein de moments où vous pouvez perdre votre argent, mais que quand même sur le long terme, donc supérieur au moins à 10 ans, eh bien le CAC 40 est en augmentation. Bien sûr, vous pouvez investir aux 2 points hauts du CAC 40 et là, vous n'aurez peut-être pas vraiment gagné d'argent. Mais à moins d'avoir investi son argent sur une entreprise qui a fait faillite en bourse, ce qui est bien sûr possible, et cela que vous faites du trading ou d'une vision long terme, ça peut vous affecter. Alors bien sûr, le trading en général, après il y a du trading, ce qu'on appelle trading, ça peut être, il y en a qui tradent voilà, un peu à la minute, à l'heure, il y en a qui vont revendre aussi leur position tous les 10 jours. Ça, enfin moi en tout cas, j'appelle ça du trading. Encore une fois, l'investissement long terme, c'est supérieur à 10 ans. Donc, ça c'est la première erreur. Voilà, investissez à long terme maximisera quand même un peu vos chances de performer en bourse. Donc ici, vous pouvez voir un article de la Finance pour tous que je vais vous mettre en lien donc, dans la description qui parle des actions, qui pose la question, les actions sont-elles le placement le plus rentable à long terme mis à jour donc, en juillet 2021. Donc ici, prenez une note parce que cette analyse a été faite, a été rédigée en 2014 et fondée sur une étude de l'AMF de 2013. Simplement, ils disent que ce n'est pas parce que ça a été fait en 2013 que cet article n'est pas pertinent, puisque justement il s'agit de tendances long terme, et donc entre 2013 et 2022, on n'a même pas 10 ans de différence. Et là, l'étude a été faite sur 25 années. Bien sûr, les marchés boursiers étaient différents au début avant les années 2000, quoique, mais en tout cas, cette étude va être réactualisée, elle est quand même pertinente. Donc, ce que dit cet article, on va aller vite dessus, je vous laisserai encore une fois pour que vous puissiez bien l'analyser. Un investissement réalisé en actions françaises est conservé sur toute la période avec réinvestissement des dividendes, donc toute la période 25 années, a procuré un rendement réel moyen de 5,81%. Rendement à comparer avec l'inflation de ces années-là et avec ce que pouvaient vous offrir les rendements dans l'immobilier et dans les autres placements à ces années-là. D'accord ? Donc là, ils expliquent comment a été calculé, donc variation des prix, somme des intérêts, donc dividendes, voilà un certain nombre de choses. Et ils montrent bien que le rendement de 5,81%, un rendement réel moyen, c'est-à-dire qu'il peut avoir plus, il peut avoir moins, est quand même un bon rendement. Aujourd'hui, avoir 5,8% de rendement réel, c'est quand même déjà quelque chose de beau, surtout quand on compare à la performance du livret A qui, alors là aujourd'hui il est passé à 2%, mais disons qu'avec les variations on a 1,38% par an, l'or 3,61% ou l'immobilier rendement réel moyen de 3,76%. Alors
Je vais pas parler de ça parce que moi c'est quelque chose que je ne fais pas du tout, mais vous pourrez le lire. Le placement en actions françaises est moins intéressant que les obligations d'État. Donc intéressant, bon, on n'a pas une différence fondamentale non plus. Et puis en revanche, le rendement des obligations a lui bien changé aujourd'hui. Donc voilà, il y a beaucoup de fluctuations à la hausse comme à la baisse. C'est un investissement qui est plus risqué, l'investissement en actions. D'ailleurs, on parle bien d'une dispersion de 23% contre à peine 7% pour les obligations d'État. Donc le risque en capital est bien plus élevé. Il y a eu différentes périodes de hausse, là 2009, 2010, 2002, 2007, des périodes de repli, qui d'ailleurs, vous voyez, sont globalement assez courtes. Mais le placement en action est intéressant. Ici, on a l'analyse par pays. On peut voir ici, donc en jaune, là, en vert, les actions avec dividendes réinvestis. On voit que dans les pays anglo-saxons, donc là on a les États-Unis, c'est quand même bien plus performant. On est presque à 7% aux États-Unis. On est aussi également à 6% au Royaume-Uni, même si bon, on n'a pas une grosse différence. Même l'Allemagne a un placement en action plus important. En revanche, là on voit bien que les obligations d'État françaises, en France et aussi en Italie, sont quand même bien performantes sur cette période, encore une fois. Donc, la petite conclusion, le placement en action n'est donc pas systématiquement le plus rentable à long terme. Encore une fois, c'est ce que je vous ai dit, si vous investissez à 2 points hauts, vous n'allez pas avoir un rendement intéressant. Maintenant, en fonction de votre durée d'investissement, en fonction de votre méthode d'investissement DCA ou non DCA, normalement vous devez quand même assez bien vous en sortir. La performance des actions dépend de la date et de la durée de l'investissement. Bon, ça reprend encore une fois ce que j'ai dit. Donc voilà, pour l'investissement long terme. Deuxième erreur, ne pas être diversifié. Donc, dans la diversification, on entend à la fois la diversification géographique et à la fois la diversification en termes de secteur d'activité. Une personne qui est uniquement investie sur une entreprise ou uniquement investie sur un secteur va présenter un risque plus élevé. Aujourd'hui, la diversification géographique, c'est un peu moins un problème dans le sens où même si vous investissez sur par exemple les 10 entreprises, les 10 premières entreprises du CAC 40, c'est toutes des entreprises diversifiées à l'international. Donc le risque géographique est moins important. Mais investir tout son argent sur une seule entreprise ou sur un secteur est risqué. En revanche, attention à ne pas faire trop de diversification. Les Anglais, enfin les Américains, de manière générale, parlent de diversification. Donc la diversification à l'excès, ce qui fait que votre performance ne va pas vraiment en bénéficier. Ça ne sert à rien d'avoir 20 entreprises et dire je suis diversifié, j'ai beaucoup d'entreprises. Ce n'est pas ça qui vous fera mieux investir en bourse. En général, un portefeuille de 5 à 10 positions peut suffire à être bien diversifié. Donc c'est important de diversifier son portefeuille. Vous pouvez le faire en achetant des entreprises de plusieurs secteurs. Vous pouvez également le faire en achetant un ETF. Un ETF Monde, un ETF Nasdaq. Alors là, ça sera des valeurs technologiques, mais quand même beaucoup de valeurs technologiques différentes. Voilà, il y a plusieurs ETF sur lesquels vous pouvez investir. Ensuite, deuxième erreur. Avoir une stratégie un peu différente de votre profil investisseur ou tout simplement ne pas bien connaître votre profil investisseur, votre psychologie. Quand vous investissez en bourse, il faut avoir un objectif clair. Donc déjà là-dedans, on entend vision long terme, vision court terme. Voilà, vous devez avoir un objectif clair. Pour avoir un objectif clair, il faut savoir ce que vous voulez et il faut bien sûr définir votre profil investisseur. C'est essentiel. Ceux qui pensent que le profil investisseur n'est pas essentiel, ils se trompent complètement, je préfère vous le dire. Le profil investisseur va permettre de mixer un certain nombre d'éléments. Quel est votre capital ? Quelle est votre situation de manière générale ? Avez-vous un mariage à préparer, l'achat d'une maison, un enfant, un divorce ? Je ne sais pas, mais il y a plein de raisons principales. Est-ce que vous avez des revenus stables ou qui fluctuent ? Combien il vous reste à vivre chaque mois ? Et puis, quelle est votre tolérance au risque ? Êtes-vous prêt à prendre des risques ? Si vous investissez 5 000 euros, êtes-vous prêt à perdre ces 5 000 euros ? Voilà, c'est un certain nombre d'éléments
qui vous sont essentiels si vous voulez investir en bourse. Vous devez vraiment faire une étude de votre profil investisseur pour bien investir. Ici, je vous mets un article. Donc, encore une fois, là, on est sur le site de l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers. C'est un site qui est donc bien officiel. Ce site vous aide à faire un premier jet de votre profil d'investisseur. Il est super intéressant, il vous montre tous les éléments à prendre en compte. Alors, on va le faire très rapidement. Disons que je veux commencer avec un capital de départ de 500 euros et qu'ensuite je veux investir, alors j'ai mis euros, enfin c'est des dollars là-dessus, disons 100 euros par mois. Donc ça, voilà, on rentre ces informations. Je veux pouvoir retirer. Alors moi je vais mettre 0, je ne veux pas retirer d'argent. Je prévois de retirer une somme périodique de... Non, moi je mets 0 $ par année. Sans compter les sommes que vous prévoyez de retirer dans les 5 prochaines années, quand prévoyez-vous de retirer au moins le tiers de votre investissement? Personnellement, c'est 15 ans et plus. Quel est votre but principal? Obtenir une bonne croissance de mes placements à long terme. Voilà. Bon, et, bien sûr, dispenser de sommes rapidement accessibles, ça serait aussi un objectif, mais sauf que ça ne va pas se faire comme ça. Obtenir un revenu tout en faisant fructifier mes placements, bah oui, mais c'est pas possible encore. Donc voilà, moi j'ai mis ça comme objectif. Ensuite, je mets que je possède de connaissances solides de mes placements. Donc moi, je suis capable... je surveille... Bon, je gère généralement moi-même mon portefeuille en négociant beaucoup afin de maximiser le rendement. Je vais mettre ça. Je peux aussi reconnaître des sites sous-évalués. Ça aussi... Ça pour l'instant c'est pas dans mon objectif et je suis capable d'investir dans des placements plus risqués mais très payants. Ça n'existe pas en fait. Donc suivant, comment décrirez-vous votre situation financière actuelle? J'ai un budget plutôt... Bon, actuellement moi c'est plutôt là, je dépense moins que je gagne. Dans le futur, est-ce que l'un ou plusieurs des événements suivants pourraient affecter des revenus instables? Oui, naissance d'un enfant, résidence, mariage, divorce, invalidité, retraite, perte d'emploi, dépenses imprévues, dépenses de non, bon tout ça, non, à part le premier. Pour atteindre ce portefeuille doit absolument me rapporter le rendement prévu, doit au moins... voilà, ça, parce que en fait là, c'est des questions qui testent aussi vos connaissances. Doit au moins préserver sa valeur à long terme, bah c'est bien, mais en bourse, on pouvait perdre. Donc en fait, la réalité, c'est que moi, il doit m'offrir un certain rendement, mais il pourrait être moins que prévu. Voilà, et ça n'existe pas. Peut fluctuer beaucoup sans que ça affecte la réussite du projet, ça n'existe pas, quoi. En cas de baisse de la valeur de vos investissements, combien seriez-vous prêt à attendre avant que votre portefeuille gagne sa valeur initiale? Alors personnellement, c'est de 1 an à 3 ans. Supposons que vous avez mis 700 $, quelle baisse de la valeur de votre portefeuille tolérez-vous? Moi, une baisse de... Alors là, très honnêtement, c'est un peu difficile. Bon, je vais plutôt mettre 15%, mais bon, j'ai déjà des cas où il y a eu quand même 30% de perte. Là, un petit, on va dire, pas une étude de cas, mais un petit cas pratique, entre guillemets. Votre attitude à prendre des risques. La crise pourrait être pire que la grande... Enfin, ouais, il simule un peu un article. La crise pourrait être pire que la Grande Dépression d'octobre 29, je crois que c'était en octobre. Voilà, donc les marchés boursiers affichent des pertes de 30%, n'écarte pas la possibilité que la perte puisse aller à 50%, voilà, avec tout un article hyper agressif, attention, le monde va s'effondrer, on va tous mourir, non du tout. Donc supposons que vous lisez cette information depuis 5 ans, non, bah moi je vendrai le reste du placement pour éviter des pertes supplémentaires, non. Je vendrai une portion du placement qui reste pour protéger une partie de mon capital, peut-être. Dans l'espoir, ah non, moi je ne fais pas dans l'espoir. Non, en plus, certainement que je ferai ça. Mais bon, vous voyez, là, ça dépend. Parce que normalement, quand vous investissez sur les entreprises dans lesquelles vous êtes sûr, c'est-à-dire que, à moins que une guerre détruise les usines de votre entreprise, qu'un scandale financier apparaisse au sein de votre entreprise, je serais... Bon,
Je suis un peu partagé entre les deux parce qu'il y a peut-être certaines actions pour lesquelles je ferai une vente, mais bon, on va dire, allez, je conserve. Et donc là, on vous parle de votre aptitude à prendre des risques. Bon, moi, pour rester cohérent avec ce que j'ai dit, on va prendre le portefeuille C, à savoir que le portefeuille E n'existe pas. Un portefeuille sans perte, ça n'existe pas. Analyse des résultats, vous avez un profil d'investisseur estimé pour l'investissement en cours équilibré. Voilà. Donc, ils vous mettent un petit article, vous semblez être prêt à tolérer des fluctuations du rendement, vous pourrez investir 35 à 60% de votre portefeuille dans des titres d'emprunt, bon, voilà, je vous laisserai lire, vous pouvez imprimer les résultats, il y a plein de choses très intéressantes, prenez garde aux fraudes, il faut un résumé de votre situation actuelle, ici il y a votre but, voilà, il y a un certain nombre super intéressant de choses super intéressantes à lire. Voilà, donc ça, je vous laisserai le faire vous-même. Et puis, il y a aussi des ressources encore supplémentaires. Ici, si vous avez des dettes, auriez-vous davantage à les rembourser plutôt que d'investir? Ça, je vous en ai parlé. Les mises en garde, les limites de l'outil, etc., etc. Ensuite, autre raison, regardez constamment ses performances. Regarder constamment ses performances montre que vous n'êtes encore pas en confiance sur les entreprises que vous avez investies. Quand on investit en bourse, on n'investit pas sur un cours de bourse. On investit sur une entreprise, du moins pour un investisseur long terme. On investit sur une entreprise parce que si on investit sur du long terme, eh bien, c'est la gestion, la gouvernance, la capacité à créer des bénéfices sur le long terme, le cash flow, les marges que fait l'entreprise, son business model, tout ça c'est à étudier. Et vous doutez bien que quand vous investissez dans une entreprise, le business model ne va pas changer du jour au lendemain. Donc, il n'y a pas besoin, il n'y a vraiment nullement besoin de regarder sans arrêt ses performances. En bourse, tous les jours, votre entreprise va prendre plus 2%, moins 1%, plus 3%, moins 5%, et puis plus... Voilà, c'est comme ça tout le temps. Ce qui est intéressant, c'est les tendances long terme, et qui dit long terme dit que vous n'avez pas à regarder tous les jours. Ça va vous tranquilliser l'esprit de ne pas le faire, et ça montrera aussi que vous avez une meilleure assurance et que vous croyez dans vos investissements et que voilà, vous avez une vision long terme, ça va vous tranquilliser. Donc, il n'y a pas besoin de regarder ses performances tous les jours. Certes, au début, on a tous tendance à le faire, je pense. Moi, je l'ai fait personnellement. Maintenant, personnellement, je regarde mes positions peut-être une fois dans le mois, parfois plus, parfois moins. J'ai pas besoin de le faire parce que, à moins que le monde s'arrête, ou à moins que mon entreprise soit visée par un scandale ou, je sais pas, une actualité très particulière comme on a pu en avoir ces derniers temps, mais encore, c'est une actualité qui a touché une majorité d'entreprises, pas une seule entreprise, eh bien, il n'y a pas besoin de regarder ses performances constamment. Ensuite, autre raison, écoutez constamment son entourage, ses proches, ses amis, n'importe quel youtubeur ou personne que vous rencontrez n'importe où, que ce soit sur les réseaux ou dans la vraie vie, qui vous donne des conseils sur l'investissement en bourse. C'est bien d'avoir des avis, mais quelle est cette personne? Quel est son vécu? Combien a-t-elle investi? Quelle est sa performance? Voilà, depuis combien de temps est-ce qu'elle performe? Quelqu'un va vous dire ouais c'est nul la stratégie long terme, ouais c'est nul la stratégie court terme. D'accord, pourquoi c'est nul? Peut-être que tu as raison, peut-être que la stratégie long terme est nulle, mais en fait elle n'est pas nulle, elle dépend de ton objectif. Vos proches vont vous dire oui n'investis pas en bourse, c'est risqué. C'est risqué, oui ça présente un risque, mais sortez-moi quelque chose qui n'est pas risqué dans la vie quoi. Donc c'est risqué oui, mais avez-vous investi en bourse? Non, d'accord. Donc comment est-ce que vous pouvez me dire que c'est risqué? Donc vous voyez, c'est bien d'avoir des avis, c'est bien de recouper les informations, mais soyez vraiment concentrés sur votre objectif. Le risque existe, c'est bien pour ça que je vous ai parlé du profil investisseur avant, c'est-à-dire quel est votre profil, votre tolérance au risque, combien d'argent avez-vous, etc. Quelle est votre situation? Le risque existe. Mais si vous investissez en respectant des règles, certes, vous pourrez perdre de l'argent, mais normalement, ça ne va pas affecter votre vie, ça ne va pas vous poser de problème. Donc, écoutez trop de monde qui vous donne des avis sur tout et rien, alors parfois ces personnes n'ont même pas investi en bourse, c'est pas forcément une bonne chose.
mieux vaut vous concentrer sur vos objectifs, faire votre boulot et après vous verrez la différence. Enfin, je dirais, j'ai déjà un petit peu parlé dans ma vidéo précédente en parlant de la manière dont il faut gérer son argent, ne pas avoir de réserve. On est beaucoup, je pense, à investir en bourse et commencer à mettre beaucoup d'argent avant même d'avoir assaini sa situation financière. La base de l'investissement en bourse, mais pas que, c'est déjà d'assainir sa situation financière, donc d'éponger ses dettes si on en a. Alors je ne parle pas d'une maison, si vous avez un crédit de 200 000 euros, je sais très bien que vous n'allez pas l'éponger du jour au lendemain, sinon vous n'auriez pas fait de crédit. Mais une voiture, faites un crédit pour une Mercedes, ce n'est pas nécessaire. Des dépenses inutiles, vous êtes abonné à un Disney, à un Netflix, et puis vous regardez Disney une fois dans le mois, supprimez Disney. Voilà, assainissez vos finances et assurez-vous d'avoir un capital de côté d'au moins 3 mois de salaire. On parle en général de 3 à 6 mois de salaire d'avance. Ça va vous tranquilliser l'esprit et vous serez bien plus content d'être un investisseur sérieux, organisé et de qualité parce que ça passe par là avant tout. Avant de mettre le moindre euro en bourse, ça passe par là. Alors bien sûr, on peut mettre 100 euros, en général ça ne va pas trop vous mettre dans le rouge, ce qui vous permet de vous entraîner, de commencer à faire vos premiers investissements, ce n'est pas le problème. Mais à un moment donné, si vous voulez vraiment investir, il va falloir faire ça. Donc assainissez votre situation financière et vous verrez que vous serez beaucoup plus tranquille et vous serez beaucoup plus fier de vous parce que vous avez fait quelque chose de sérieux dans votre investissement. Ici, vous avez donc les ressources que propose encore une fois l'AMF. Vous achetez une première habitation, sachez râper sans déraper, voilà le petit jeu de mots. Enfin, bon, en tout cas, c'est des conseils certainement très pratiques. 99 trucs pour économiser sans trop se priver. Donc ça, encore une fois, c'est ce que je vous ai dit. Quand vous devez assainir vos finances, pensez à lire ce guide qui certainement vous apportera de bons conseils. Comment faire le point sur vos finances personnelles. Voilà, lisez ces guides. Ils sont très intéressants et vous serviront, j'en suis sûr. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à me mettre un petit j'aime si cette vidéo vous a plu, à mettre un commentaire encore une fois pour me faire part de vos recommandations, pour améliorer la chaîne et ses vidéos. N'hésitez pas à la partager également pour la faire grandir. Enfin bon, en fait, faites comme vous voulez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!